Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en procédure civile. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'action en justice et ses différents mécanismes. Pour ce faire, nous allons regarder dans un premier temps les conditions subjectives du droit d'agir en justice, avec l'intérêt à agir et la qualité à agir, puis nous regarderons les conditions objectives du droit d'agir en justice, avec la cohérence de l'action en justice, le temps de l'action et les pouvoirs de la juridiction saisie. C'est parti! Tout d'abord, commençons par regarder ensemble les conditions subjectives du droit d'agir en justice. Bien sûr, l'intérêt à agir. Il est très important pour toi, dans un cas pratique, de vérifier si le justiciable a intérêt à agir. Ici, c'est l'article 31 du Code de procédure civile qui l'exige. Comment peut-on définir l'intérêt à agir? Ce n'est pas très compliqué. C'est la recherche d'avantages personnels. En effet, c'est lorsque le demandeur souhaite améliorer sa condition juridique. On dit également que l'intérêt à agir donne la qualité à agir dans certains cas. Nous verrons cela tout à l'heure. D'autre part, tu peux noter que l'intérêt doit être direct et personnel. Il est très important pour toi, pour vérifier si l'intérêt à agir existe, qu'il y ait un intérêt direct et personnel. Les caractères de l'intérêt à agir. Ce n'est pas très compliqué. Pour vérifier s'il y a intérêt à agir, l'intérêt doit être positif et concret, direct et personnel, et que l'intérêt soit né et actuel. Concernant un intérêt direct et personnel, tu peux noter que l'on ne peut pas agir, en principe, pour autrui ou dans l'intérêt général. D'autre part, un intérêt né et actuel signifie que tu ne peux pas agir en justice pour un préjudice qui n'est pas encore né ou pour un préjudice que tu supposes. Toutefois, tu noteras que la jurisprudence et la loi sont venues poser 3 actions possibles, 3 actions interrogatoires. L'article 1123, alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile les régissent. Je te conseille donc d'aller les lire. Enfin, il y a l'intérêt légitime. C'est aussi une notion qui est contestable, car cela demanderait au juge de porter un jugement de valeur sur la demande des justiciables. Continuons sur les conditions subjectives. Bien sûr, c'est la qualité à agir qui est aussi très importante lors d'un cas pratique pour vérifier si le justiciable a bien le droit d'agir en justice. La qualité à agir, tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut résulter de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on part du principe que si la personne a intérêt à agir, elle a forcément qualité à agir. Mais cela ne vaut que dans les actions dites banales, pas dans les actions attitrées. Les actions banales, c'est celles qui sont ouvertes à tout intéressé. Les actions attitrées viennent restreindre le droit à agir. En effet, ce sont les actions qui sont seulement dictées pour une catégorie de personnes et c'est la loi qui le pose. En effet, tu peux lire que l'action est ouverte aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. Voilà, lorsque le terme « qu'elle justifie », on parle bien sûr de la loi. Par exemple, les époux. Les époux, c'est une action attitrée parce que seulement les époux peuvent demander un divorce. Les enfants, même s'ils peuvent avoir un intérêt à agir, n'auront pas la qualité car ils ne sont pas les époux. Souvent, dans les actions attitrées, l'intérêt à agir est présumé du fait de l'existence de la qualité. Voilà l'exemple pour les époux, encore une fois. Les époux sont présumés avoir intérêt à agir puisqu'ils ont la qualité d'époux pour agir en justice, pour demander par exemple un divorce. Les actions en défense d'un intérêt déterminé. Ici, c'est l'extension du droit d'agir en justice. En effet, la qualité à agir en défense de l'intérêt général peut être proposée et en tout cas, la qualité à agir en défense de l'intérêt général est ouverte exceptionnellement au ministère public, à des organisations professionnelles, en particulier pour agir en défense de l'intérêt général. Les organisations professionnelles et ensuite un particulier pour agir en défense de l'intérêt général. Attention toutefois, ce sont des exceptions. Ensuite, la qualité d'un groupement à agir en défense d'une somme
d'intérêt individuel autre que le sien. Encore une fois, c'est une exception de la qualité à agir. En effet, lorsqu'un groupement vient agir en défense d'une somme d'intérêts individuels, ce n'est pas des intérêts personnels du groupe. Donc, ici, les syndicats et les associations sont autorisés à faire une action en défense d'un intérêt déterminé. Enfin, la qualité à agir pour la défense d'intérêts collectifs peut être donnée à des syndicats et des associations dans des actions en défense d'un intérêt déterminé. J'aimerais ici te proposer un zoom sur l'action de groupe. En effet, l'action de groupe, c'est quand même une belle exception à l'intérêt personnel du droit d'agir en justice. Lorsqu'un groupe va venir soulever un intérêt collectif d'une certaine catégorie de personnes. Tu noteras que la première action de groupe qui a été admise en justice date de 2014, c'est quand même très récent. D'autre part, en 2016, nous avons eu une extension de l'action de groupe aux usagers du système de santé et aux victimes de producteurs et d'autres encore. En effet, la première action de groupe a été ouverte pour le droit du consommateur. D'autre part, l'action de groupe maintenant est ouverte lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire, par exemple des consommateurs, subissent un dommage causé par une même personne, le producteur, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. Ici, c'est le décret numéro 2017-888 du 6 mai 2017 qui pose donc les conditions de recevabilité d'une action de groupe. C'est quand même relativement cadré, mais on peut quand même voir ici un élargissement de l'action en justice. Les conditions objectives maintenant. Nous avons vu tout à l'heure les conditions subjectives, l'intérêt et la qualité à agir pour ouvrir une action en justice, mais à présent, regardons les conditions objectives. Ici, c'est bien sûr la cohérence de l'action. En effet, avec l'intérêt général et les principes généraux d'une bonne administration de la justice, nous avons besoin d'une vraie cohérence de l'action. En effet, l'affaire ne doit pas avoir déjà été jugée. L'article 1355 du Code civil le régit. La prétention ne doit pas être en contradiction avec la loi et les bonnes mœurs. D'autre part, il y a une possibilité pour le juge de refuser une demande lorsqu'elle a une incohérence procédurale du plaideur. En effet, si le plaideur demande au fond et soulève une exception de procédure, le juge peut très bien refuser la demande parce que l'article 74 du Code civil exige expressément que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant la défense au fond. Ensuite, il y a le temps d'action. En effet, la prescription est très importante ici. La prescription de droit commun est de 5 ans. La prescription, pour rappel, c'est le délai durant lequel un justiciable peut agir en justice, mais à la fin duquel l'action est prescrite, l'action n'est plus valable. Tu noteras l'article 2224 du Code civil qui nous donne la prescription de droit commun. Bien sûr, il y a des exceptions particulières. Et enfin, le délai de forclusion, l'article 2220 du Code civil. Tu noteras également qu'il y a bien sûr la recevabilité de la demande est également déterminée par les pouvoirs juridictionnels du juge saisi. Bien sûr, si je suis un salarié et que je souhaite agir en justice contre mon employeur, je ne peux pas le faire devant le tribunal de commerce. Non, c'est le conseil de prud'homme qui sera compétent. Je peux voir ma demande frappée d'irrecevabilité. Pour résumer, nous avons vu ensemble les conditions subjectives et objectives d'une action en justice. Pour rappel, les conditions subjectives, c'est l'intérêt et la qualité à agir. Ensuite, les conditions objectives, c'est la cohérence et le temps d'action. Et enfin, nous avons vu aussi les exceptions des actions pour l'intérêt collectif, l'intérêt général ou encore les intérêts personnels. Je te réfère donc au petit zoom que je t'ai fait sur l'action de groupe. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner ou me laisser un commentaire si tu souhaites de plus grandes précisions. À bientôt!